Si U et V sont dans le plan de la feuille, donc c'est normal. Donc V est perpendiculaire à ce plan. Le produit vectoriel d'un vecteur par lui-même est égal à 0, ou de deux vecteurs collinéaires est égal à 0. On a U vectoriel V est égal à moins V vectoriel U. Ça veut dire que le produit vectoriel est anticommutatif. Donc nous avons vu tout à l'heure que le produit scalaire est commutatif. Et là, il faut faire attention. Le produit vectoriel est anticommutatif. Donc U vectoriel V est égal à moins V vectoriel U. On peut définir aussi ce qu'on appelle un double produit vectoriel. Alors pour cela, nous aurons besoin de trois vecteurs U, V et W appartenant à l'espace vectoriel. Donc nous avons défini. Et le double produit vectoriel, double, donc un premier produit vectoriel et puis un deuxième. Donc on appelle ça double produit vectoriel. Alors le résultat, c'est U scalaire W multiplié par V. Alors bien évidemment, ça c'est un scalaire, donc là c'est un vecteur. Et puis U scalaire V fois W, donc un deuxième vecteur. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le produit mixte. Alors, on parlera de produit mixte lorsqu'on aura un produit scalaire et un produit vectoriel. Alors, le U scalaire V vectoriel W, on le note U V W comme ceci. Et puis, le résultat, c'est tout simplement le déterminant de cette matrice. Et vous voyez bien que cette matrice est constituée par les composantes du vecteur U, par les composantes du vecteur V, du deuxième, et par les composantes du troisième vecteur. Alors bien évidemment, le résultat, c'est un scalaire. C'est un scalaire. Donc nous avons V vectoriel W, c'est un vecteur qu'on va multiplier scalairement par U, et donc le résultat, c'est un scalaire. Alors, ce produit mixte a des propriétés qui sont assez importantes. Alors, on a les égalités UV W est égal WUV est égal VWU. C'est-à-dire, on permute. C'est la permutation dans ce sens-là. Donc, c'est une permutation qui est circulaire dans ce sens. Alors, le produit mixte, bien évidemment, si on permute dans ce sens-là, le produit mixte est invariant. Donc, on dit qu'il est invariant par permutation circulaire. Bon, alors, si on fait une permutation dans l'autre sens, bon, il y a un signe moins qui va apparaître. Et on dit que le produit mixte change de signe dans le cas d'une permutation non circulaire. Alors, moment d'un vecteur en un point. Donc, on considère un vecteur U lié au point A et un point O quelconque de l'espace affine. Alors, le moment en haut de ce vecteur U, qui est lié au point A, est le vecteur. Donc, on le note comme ceci. Le moment en haut du vecteur U est égal au A, moment en haut, donc au A, donc l'origine du vecteur U multiplié vectoriellement par U. Alors, le résultat, bien évidemment, donc c'est un vecteur parce qu'il s'agit du produit vectoriel de deux vecteurs. Bon, voilà, donc on schématise le moment en haut du vecteur U. Alors, bien évidemment, ce moment est perpendiculaire au vecteur OA. Il est perpendiculaire également au vecteur U. Donc, la même chose, si les vecteurs OA et U sont contenus dans le plan de l'écran, le vecteur moment va être perpendiculaire à ce plan. Ce n'est pas le cas sur cette figure. Bon,
Maintenant, si on considère un glisseur, donc un glisseur, donc on doit définir le support du glisseur, c'est delta, et nous avons le vecteur U qui est un glisseur, donc on peut le déplacer, son origine n'a pas d'importance, mais il faut qu'elle soit uniquement sur l'axe delta, et je considère un point O de l'espace affine. Alors le moment en haut de U est indépendant du point M appartenant à delta. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le moment en U du glisseur, c'est OM vectoriel U. Quel que soit le point M sur l'axe delta, ce résultat va rester inchangé. Alors la preuve, donc si je considère un deuxième point M' qui appartient à delta, je décompose le vecteur OM en OM' plus M'M, et puis je vais avoir OM vectoriel U est égal à OM' vectoriel U plus M'M vectoriel U, et là je vais avoir un produit vectoriel qui est égal à 0, puisque les vecteurs M'M et le vecteur U sont collinaires. Alors là, donc, on va introduire la notion de tenseur, bon, qu'on peut définir comme une sorte de modélisation mathématique d'une action mécanique, donc on peut considérer aussi comme un outil mathématique utilisé principalement en mécanique du solide indéformable pour décrire les mouvements des solides et les actions mécaniques qu'ils subissent de la part d'un environnement extérieur. Mais vraiment, c'est un outil qui est très efficace, donc c'est la clé qui permet d'aborder les problèmes de la mécanique du solide. Alors, avant de définir les tenseurs, on aura besoin d'un bagage, c'est-à-dire un certain nombre de choses à définir avant. Et on va commencer par une application antisymétrique. Alors, cette application antisymétrique, on va la noter L, et elle sera définie de l'espace vectoriel vers lui-même, qui a un vecteur de U fait correspondre à un vecteur L de U du même espace vectoriel. Alors, cette application L est antisymétrique si et seulement si, c'est-à-dire ici on a une équivalence, quel que soit U et V appartenant à l'espace vectoriel, on aura cette égalité. LU scalaire V est égal moins LV scalaire U. Alors l'antisymétrie, c'est à cause de ce signe moins. Alors si vous avez LU scalaire V est égal moins LV scalaire U, quel que soit U appartenant à V, donc vous pouvez dire que l'application antisymétrique, puis si l'application antisymétrique, donc vous avez cette égalité qui est vérifiée. Donc un exemple très simple, l'application L indice A qui fait correspondre à un vecteur U de E, le vecteur A vectoriel U, où A est un vecteur quelconque mais non nul. Alors bien évidemment, cette application antisymétrique, c'est-à-dire là, pour la démonstration, on utilise les propriétés du produit vectoriel qui est anticommutatif et du produit mixte qui est invariant par permutation circulaire, donc pour montrer que LA est une application antisymétrique. Alors, si L est antisymétrique, il existe un seul vecteur R appartenant à l'espace vectoriel tel que L de U est égal à R vectoriel U, quel que soit U appartenant à E. Alors, tout change sauf le vecteur R, bien évidemment. Alors, je prends n'importe quel vecteur, LV, ça va être R vectoriel U, mais le vecteur R, c'est un vecteur qui est unique. Alors, pour la démonstration, on va suivre le cheminement suivant. Alors, à toute application, on peut associer une matrice. Alors, appelons L la matrice associée à l'application antisymétrique dont la base est JK. Alors, dans ce cas-là, on peut écrire
LU est égal à la matrice fois U. Alors, la matrice, elle est de cette forme-là. Bon, c'est L11, LIJ, avec le premier indice désignant le numéro de la ligne et le deuxième indice indiquant le numéro de la colonne. Alors, considérons les produits scalaires suivants. Donc là, nous avons déjà admis que l'application L est une application antisymétrique. Et donc là, pour commencer, on va utiliser les vecteurs de base pour avoir des indications sur la nature de cette matrice, comment est-ce qu'elle est constituée. Alors, puisqu'elle est antisymétrique, donc on doit avoir Li scalaire I est égal à Li scalaire I. C'est-à-dire, c'est un scalaire. Bon, un nombre est égal à son opposé. Donc, la seule condition, c'est que cette égalité doit être égale à 0. Alors, pour Li scalaire I, donc j'utilise la matrice associée à l'application antisymétrique. J'écris les composantes du vecteur I sous cette forme-là, sous forme d'une matrice 3, 1. Donc, ça, c'est une matrice 3, 3. Ça, c'est une matrice 3, 1. Et je multiplie scalairement par le vecteur I. Alors, le résultat, ça va être L11. Et donc, ce L11 doit être égal à 0. Donc, on peut raisonner d'une manière similaire pour les deux autres vecteurs de la base. Ej scalaire J est égal à Ej scalaire J est égal à 0. Donc, on va voir L de 2 est égal à 0. Et de la même manière, donc on va voir L3, 3 est égal à 0. Donc, cette application antisymétrique, c'est une application la matrice associée à l'application antisymétrique, c'est une matrice qui est assez spéciale. Et là, c'est-à-dire tous les éléments de sa diagonale sont des éléments qui sont nuls. Donc le L11 est égal à 0, le L22 est égal à 0, et le L33 est égal à 0. Alors, pour le reste, bien évidemment, on utilise les propriétés de l'antisymétrie et on combine I avec J, c'est-à-dire Li scalaire J est égal à Ej scalaire I. Donc ça, c'est le résultat de Li scalaire J. Donc, je prends la matrice associée, je multiplie par les composantes de I dans la base IJK que j'écris sous la forme 3,1 et je multiplie scalairement par J. Ici, donc, on a le signe moins, on a la matrice. On multiplie d'abord par J, et puis le résultat, on le multiplie scalairement par I. Toujours en utilisant la notation matricielle. Et de ce fait-là, on va avoir L de 1 est égal à moins L1 2. Alors, on continue. Li scalaire K est égal à moins Lk scalaire I est égal, donc on peut déduire que L3,1 est égal à moins L1,3 et finalement L2,3 est égal à moins L3,2. Donc, des relations d'antisymétrie existent entre les éléments qui constituent la matrice L. Alors là, on va faire un changement de variable. Alors, on va poser L1, 2 est égal à R3. C'est-à-dire le L1, 2, donc ici nous avons les indices 1 et 2. Bon, c'est juste une façon pour se rappeler. Alors, si on fait la somme c'est 3. Alors, si la somme est impaire, donc je rajoute ici un signe moins. L'indice manquant, c'est 3. Donc, je vais avoir moins R3. Ici, j'ai les indices 1 et 2. L'indice manquant, c'est 2. Donc, je vais avoir R2. Puisque la somme est paire, donc là, je prends un signe, je prends le plus. L'indice manquant, c'est 1. Donc, c'est R1. Je fais la somme impaire. Donc, j'ajoute le signe moins.
Et donc la matrice, je peux l'écrire sous la forme 0, 0, 0. Le L12, donc c'est moins R3. Le N3, c'est R2. Et le L23, c'est moins R1. Et j'utilise l'antisymétrie. Donc moins R3, R3, R2, moins R2. Et moins R1, R1. Je multiplie par U que j'écris sous forme matricielle. Et puis le résultat, c'est ceci. Alors ce résultat-là, on peut vérifier que c'est tout simplement le produit vectoriel d'un vecteur R multiplié vectoriellement par U avec R a pour composante R1, R2 et R3. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les composantes de R, on peut les déduire de la matrice associée à l'application antisymétrique. Et si nous disposons des composantes du vecteur R, donc on peut déduire les éléments de la matrice.